Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. L'actualité politique avec votre invité ce matin, puisque vous recevez Virginie Ruffnac, chef du groupe Rassemblement au Congrès. Virginie Ruffnac, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors vous participez depuis lundi autour du préfet Bastille au nouveau round de discussion sur l'avenir institutionnel. Avec les loyalistes, vous aviez rendu public vos contre-propositions sur la version 2 du fameux document Martyr. Est-ce que ces contre-propositions étaient prises en compte par l'État ? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de propositions que nous avons faites en amont, parce que ça fait quand même des mois désormais qu'on a des réunions bilatérales avec l'État, qu'il s'agisse du préfet Bastille, qui mène un travail très rigoureux et dans la durée sur ce sujet, mais aussi, bien sûr, avec le ministre Darmanin. Est-ce qu'il fallait rendre au public vos contre-propositions ? C'est l'une des questions que l'on a entendues. Est-ce que des négociations, par définition, ne doivent pas rester un peu discrètes, un peu secrètes ? Écoutez, les temps changent. Et nous, en tout cas, les loyalistes et nous-mêmes, le Rassemblement, nous considérons que nous devons être dans la plus grande transparence avec les Calédoniens. Nous n'avons rien à cacher. Nous défendons nos convictions. Nous sommes aussi dans un début de négociation. Nous sommes fermes sur nos positions. Nous l'avons dit, nous souhaitons vraiment de tout cœur un accord parce que nous considérons que c'est ce qu'il faut et c'est ce que les Calédoniens méritent. Mais nous ne sommes pas prêts à un accord à n'importe quel prix. Et c'est ce que nous exprimons dans les contre-propositions que nous faisons. Alors hier après-midi, c'était une réunion plénière, hein. On parle plus de trilatéral, c'est des termes qui fâchent. Mais il y avait les 4 groupes qui participent à ces discussions et les représentants de l'État. Les loyalistes, Rassemblement, Calédonie Ensemble et l'UNI, puisqu'on rappelle que l'UC n'est toujours pas autour de la table. Comment ça s'est passé cette plénière ? Dans quel état d'esprit ? Avec beaucoup de sérénité, sous la présidence de Rémi Bastille et puis aussi du haut-commissaire Louis Lefranc, avec beaucoup de sérénité, dans une grande forme d'écoute mutuelle et d'attention à l'autre, avec finalement, effectivement, l'UNI en face qui est un partenaire, un interlocuteur de négociation et de discussion, qui défend ses convictions et qui est finalement inscrit dans ce que prévoyait l'accord de Nouméa, assumer ses responsabilités, être autour de la table une fois que les référendums ont eu lieu. Et donc, c'était une réunion pleine d'écoute, je le dis, et c'est plutôt rassurant parce que les Calédoniens, à nouveau, méritent cet esprit de responsabilité qui prévaut après, à l'issue en tout cas, de l'accord de Nouméa et après les 3 référendums. L'objectif, c'est d'avoir un accord avant la fin de l'année. C'est toujours le calendrier qui est fixé ? Bien sûr, un calendrier, en tout cas, nous a été rappelé encore hier. Je crois que le ministre Darmanin tient sa position sur le sujet. Il sera prochainement chez nous. Et d'ailleurs, ces réunions plénières ont pour objectif de préparer ce travail en amont de la visite du ministre pour que finalement seuls les points qui sont très difficiles puissent faire l'objet d'une négociation in fine avec lui directement. Mais encore une fois, le préfet Bastille, et c'est bien que nous ayons un interlocuteur aussi en Nouvelle-Calédonie, bon, même si aujourd'hui, le préfet Bastille il est entre les deux. assume une autre responsabilité, mais en tout cas en Nouvelle-Calédonie, pour pouvoir suivre de manière précise, techniquement aussi, puisqu'un accord, il y a beaucoup de... Vous savez, le diable parfois se cache dans les détails, donc nous sommes très attentifs à l'ensemble de ces détails, puisse suivre ce dossier de manière très pérenne et assidue. Alors juste sans revenir dans le détail des négociations, bien sûr, encore une fois, il y a une certaine discrétion, on imagine, qui s'impose. Quels sont les points sur lesquels il vous semble possible ou envisageable d'avoir un accord et quels sont à l'inverse les points de blocage sur lesquels, pour l'instant, ça ne progresse pas et ce sera le plus dur ? On est en 3e version de l'État qui a intégré différentes propositions des uns et des autres, donc c'est encore un petit peu tôt pour dire ce sur quoi nous allons atterrir. Hier, nous avons traité la totalité de la citoyenneté. C'était un premier round sur ce sujet. Le corps électoral est au-delà, quoi. Le corps électoral, la citoyenneté en tant que telle, parce qu'il faut qu'on ait un sentiment d'appartenance aussi. Alors, nous sommes français et citoyens calédoniens, et puis aussi qu'elle soit inclusive, cette citoyenneté, qu'elle fédère et qu'elle arrête de diviser. Donc cette citoyenneté, hier, a été traitée longuement. Il y a sans doute des points, effectivement, d'équilibre pourront être trouvés. Je rappelle aux auditeurs que l'importance pour nous, c'est ce caractère inclusif. Alcide Ponga a rappelé hier que nos écoles se vidaient en Nouvelle-Calédonie et que qui demain allait assumer les responsabilités dans une institution si nous n'avons plus personne en Nouvelle-Calédonie. Et donc, comme partout dans le monde, il faut que nous redevenions une terre d'attractivité. Et cette terre d'attractivité, elle réside aussi dans le fait d'avoir une citoyenneté qui fédère, qui attire, où on est fier d'être à la fois français et citoyen calédonien. Et vous pensez que sur cette question de la citoyenneté, un
un accord va pouvoir être possible. Je pense qu'il y a des points d'équilibre à trouver sur ce sujet. Vous le savez, le dégel est pour nous un incontournable. Nous avons introduit désormais dans le document les conjoints qui n'y étaient pas au départ dans la première version de l'État. C'est-à-dire que les conjoints ne peuvent pas attendre la même durée que les autres pour devenir citoyens. Ce n'est pas possible de continuer à diviser les familles autour de ce sujet de la citoyenneté. Il y a aussi une mention pour ceux qui ont effectué des actes de bravoure, de courage pour la Nouvelle-Calédonie, qui aussi doivent déroger à cette durée. Le critère de naissance en Nouvelle-Calédonie est un critère incontournable qui ne nécessite évidemment aucune durée pour pouvoir être citoyen. Voilà, il y a tout un tas d'éléments qui font qu'on va enfin, je l'espère, aller vers cette citoyenneté inclusive. Pour l'instant, c'est des propositions et des discussions. Il n'y a encore rien de décidé. La question de l'autodétermination, ça reste un point de blocage. C'est pas encore abordé. Nous traitons aujourd'hui 2 points qui sont des points difficiles, cet après-midi encore, puisque nous avons 4 heures de réunion hier et que nous avons une réunion cet après-midi à nouveau sur effectivement l'autodétermination, qui est un point dur. Parce que vous le savez, nous, on ne veut pas mettre d'épée Damoclès permanente au-dessus de la tête des Calédoniens, comme nous le vivons depuis que nous sommes nés d'ailleurs. Et puis il y a aussi le sujet de la représentativité des élus au Congrès entre les 3 provinces. Vous savez que nous sommes très minoritaires. Nous ne sommes que 59% de la province sud au Congrès, là où les 3/4 de la population, 75% de notre population, vit en province sud. Et ce point, pour moi, en tout cas, c'est un signe de la volonté ou non des indépendantistes à partager les responsabilités et à faire en sorte qu'en Calédonie, on n'empêche pas une des légitimités à être représentée à la hauteur aussi de la population qui l'a choisie. Donc il y a de très gros déséquilibres en la matière, il y aura peut-être encore des équilibres, mais ils ne peuvent plus être au niveau d'aujourd'hui. Et donc il faut faire évoluer, parce qu'on ne peut pas avoir des majorités factices, puisque les indépendantistes, c'est par cette extrême surreprésentativité du Nord et des îles au Congrès qu'ils sont majoritaires au Congrès, alors qu'ils ne le sont pas en vrai dans la population. On en est où là? Vous parliez de version 3. Il y aurait une version 4 avant la venue de Gérald Darmanin? Bien sûr, peut-être même une version 5. En tout cas, il y a une nouvelle version qui sera présente, qui sera élaborée à partir des propositions des uns et des autres. Hier, nous avons discuté les propositions de chacun autour du document de la fameuse version 3, qui a d'ailleurs été amendée hier même. Et donc, nous avons un cycle de discussion cette semaine et ensuite, nous préparons la visite du ministre. Des discussions qui avancent, donc à vous entendre, mais sans l'Union calédonienne, c'est souhaitable? Est-ce que les différents partenaires aimeraient que l'UC soit autour de la table? Écoutez, moi, j'ai des leçons à donner à personne. Nous sommes héritiers d'un mouvement qui a signé les accords à 2 reprises, qu'il s'agisse ceux de Matignon-Oudinot, et il faut rendre hommage d'ailleurs à ceux qui les ont signés, et puis de Nouméa. Nous nous inscrivons dans cet héritage. Nous considérons devoir être à la hauteur de nos responsabilités. Nous avons un interlocuteur de négociation qui est l'UNI, qui s'inscrit dans cette responsabilité aussi d'être autour de la table. L'Union calédonienne doit prendre ses responsabilités, et si elle considère qu'elle ne doit pas y être, c'est sa responsabilité. Moi, je suppose qu'elle viendra lorsque le ministre, après que son congrès ait eu lieu, et lorsque le ministre viendra. En tout cas, je l'espère, bien sûr. Notre intérêt, c'est que tous les acteurs soient autour de la table, parce que c'est important pour les Calédoniens. Dans un tout autre domaine, Virginie Ruffnac, on souhaitait vous entendre également sur la demande de seconde lecture qui a été formulée avec les loyalistes sur la loi de pays sur le RUAM. Le texte avait été adopté à l'unanimité. Vous l'aviez donc voté. Alors pourquoi demander une seconde lecture? Bien, parce qu'il faut bien expliquer aux Calédoniens que, vous savez, il y a 2 étages dans le droit. Il y a la loi du pays, qui a d'ailleurs fait l'objet de nombreux amendements elle-même, et qui a abouti au fait que nous ayons voté en première lecture cette loi du pays. Mais il y a la déclinaison concrète de ces dispositions qui sont dans la loi, parce que l'on appelle une délibération. La délibération n'a pas été adoptée, sauf que la veille de l'adoption de la première, du grand cadre général, la loi du pays, c'est le grand cadre général, ce ne sont pas les détails. Et comme je disais tout à l'heure, le diable se cache dans les détails. Eh bien, il y a eu la veille de l'adoption de la loi du pays toute une série d'amendements, donc de modifications à la proposition de délibération de Minato Koumouli, qui met en œuvre cette réforme. Et dans ces différentes propositions de modification, pratiquement, en tout cas, aucune d'entre elles n'a été chiffrée, évaluée. Et nous avons découvert tout de suite après l'adoption de la loi du pays que ces amendements avaient une portée colossale, que nous avons demandé à la CAFAT de les chiffrer. Alors je m'explique bien clairement, parce que ce sont des sujets techniques et compliqués pour les auditeurs.
Vous savez, en fait, il s'agit de venir aligner les droits des indépendants sur le droit des salariés du privé et de ceux du public. C'est-à-dire que aujourd'hui, les indépendants n'ont pas les mêmes droits, hein. Ils ont une couverture partielle d'un point de vue médical et de santé ou totale, mais en tous les cas, ils choisissent et ils ont des taux évidemment, donc qui sont leurs taux de cotisation. Et là, on vient aligner ces droits. Et vous voyez, par exemple, dans le privé, un salarié du privé, il n'a qu'un seul jour de carence quand il est malade. C'est-à-dire qu'à partir du second jour, il est pris en charge par son employeur. Et bien là, dans la délibération, et c'est un amendement qui est tombé juste avant la loi du pays, il est prévu que les indépendants aient aussi plus qu'un jour de carence au lieu de 11. C'est-à-dire que dès le deuxième jour, et ce n'est pas l'employeur, parce qu'il est son propre employeur, le travailleur indépendant, c'est la CAFAT qui doit prendre, le RUAM, pardon, qui doit prendre à sa charge, eh bien, c'est 10 jours, tout de suite, dès le deuxième jour, d'arrêt de travail en cas de maladie, et donc d'indemnité journalière. Et donc, la CAFAT a toujours refusé à ce stade, disant qu'elle n'avait pas le temps de le faire, qu'elle n'avait pas les paramètres pour le faire, de chiffrer ces mesures. Or, nous l'avons fait. Nous l'avons fait parce que, contrairement à ce qui est dit, c'est possible de le faire. Et je déplore qu'avec un grand nombre de personnes travaillant au service informatique de la CAFAT, la direction de la CAFAT ait refusé, en tout cas n'est pas à ce stade, été en capacité de nous donner ces chiffres. Le texte a été adopté à l'unanimité le 19 octobre, je crois. 3 semaines. Vous n'êtes pas un peu impatient quand même? Vous ne pouvez pas laisser le temps à la CAFAT de chiffrer toutes ces mesures? Mais vous savez que la proposition de délibération, elle est sur le bureau du Congrès depuis 2022. Voilà. Et donc là, on a effectivement des nouveaux amendements qui introduisent de nouveaux droits, mais quand on a un personnel quand même relativement important, et je vous le disais, hein, enfin, on nous dit, il faudra vérifier ces chiffres, mais on nous dit 70 personnes au service informatique de la CAFAT, j'attends une vérification, mais que la CAFAT nous dise combien de personnes y travaillent, mais c'est pas possible de ne pas avoir un chiffre en 3 semaines, alors que nous sommes, nous, capables de le faire. On fait une sorte de projection sur ce qui se passe dans le privé, on calcule l'indemnité journalière quand un travailleur indépendant est malade en moyenne, et on le projette sur le nombre de travailleurs indépendants qui sont en capacité d'être malades sur une comparaison avec le secteur privé, vous voyez. Et donc, vous avez un chiffre qui tombe. Et nous, les chiffres qui tombent, ils sont entre 2 et 5 milliards de dépenses supplémentaires pour cette proposition de délibération pour des travailleurs indépendants à qui on impose d'avoir les mêmes droits que les autres alors qu'ils ne le demandaient pas. Mais la conséquence de ça, c'est le taux de cotisation qui va être fixé pour les travailleurs indépendants. Si on impose à des travailleurs indépendants d'avoir des droits identiques aux autres, mais qu'on leur impose un taux de cotisation qu'ils ne seront pas en plus en capacité d'assumer, non seulement vous plombez le RUAM par des dépenses de milliards de nos francs, je le rappelle, hein, nous on a chiffré entre 2 et 5 milliards, alors que la CAFAT jusqu'à présent, avant les amendements, avait estimé à 500 millions de plus. Et donc on plombe le RUAM, alors que cette loi se présentait avec Infoné comme étant une disposition de sauvetage du RUAM, non seulement on le plombe par une nouvelle dépense sociale colossale dans une phase de notre histoire où on ne peut pas se le permettre, mais de surcroît, on risque de faire plonger les travailleurs indépendants qui, si aujourd'hui ne prennent pas une couverture totale, donc un taux de cotisation maximum, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire. Vous demandez une seconde lecture. Quelles sont les conséquences à part retarder l'adoption et l'application du texte? Eh bien, avoir la loi du pays en deuxième lecture en toute connaissance de cause, et cette fois-ci avec les vrais chiffres, puisque nous apercevons que nous avons été dupés sur le vote de la loi du pays initiale, puisque nous n'avions pas les vrais chiffres et les conséquences de cette réforme. Et moi, j'entends bien, Elisabeth, et même sur vos ondes, hein, ceux qui disent il faut une réforme, il faut une réforme. Ben oui, il faut une réforme, mais pas une réforme qui plombe le RUAM. C'est normalement censé être une réforme de sauvetage du RUAM. On risque d'avoir là un texte qui risque de plomber le RUAM. Donc que les auditeurs comprennent bien que notre demande de deuxième lecture, elle est parce que nous sommes très inquiets de cette réforme qui, au contraire, risque de engendrer une nouvelle dépense sociale qui risque de le plomber le RUAM et que nous considérons, si elle est vraiment ce que l'on estime, qu'on ne peut pas se la permettre aujourd'hui, et puis d'avoir, quand on va examiner la loi du pays à nouveau, tous les éléments chiffrés cette fois-ci. Et vous allez l'amender, vous avez la possibilité de l'amender encore en seconde lecture? Ah mais moi je vais aller plus loin que ça. Si les chiffres sont ceux que l'on pressent et qu'on a commencé à calculer avec le plus grand sérieux, en discussion aussi avec Agisson Solidaire, qui eux-mêmes calculent les choses, eh bien à ce moment-là, nous allons voter contre cette fois-ci, parce que nous ne voulons pas engendrer en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui une nouvelle dépense sociale que les travailleurs indépendants ne demandent pas. Ils ne demandent pas depuis le départ l'alignement de leurs droits. Mais si le texte n'est pas voté avant la fin de l'année, il y a des conséquences budgétaires. Mais la conséquence budgétaire, c'est que vous enlevez
de 2 à 5 milliards de dépenses supplémentaires au RUAM, et donc vous le préservez d'une certaine façon. Pour ce qui est de la réforme de la fiscalité, pour aller chercher des points supplémentaires pour financer de manière globale notre système de santé et de protection sociale, nous sommes ouverts à ce débat et nous l'avons toujours dit, mais surtout nous sommes ouverts au débat des économies. Et l'avantage de la première lecture de la loi du pays, c'est que nous avons pu introduire des mesures d'économie, notamment sur la boîte de médicaments, sur un certain nombre de choses. Nous, on a besoin aujourd'hui de maîtriser nos dépenses. Ça, c'est une réalité. Mais on n'a pas besoin d'introduire de nouvelles dépenses sociales, une nouvelle dépense sociale colossale qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui. Est-ce que l'État pourrait différer son aide exceptionnelle si le texte n'était pas voté avant la fin de l'année? Mais je dirais au contraire, si jamais le texte est voté en l'état, c'est donc entre 2 et 5 milliards de dépenses supplémentaires pour le RUAM, puisque l'alignement des droits des indépendants est une dépense. Il y a 26 000 travailleurs indépendants. Aujourd'hui, il n'y en a que 15 000 sur ces 26 000 qui sont en prestation, on va dire, complète. Les autres ne sont pas en prestation complète. Ça veut dire qu'ils vont se retrouver avec des droits complets. Notamment avant, c'est ce que je vous disais sur les fameux 11 jours de carence, quand un travailleur indépendant était malade, mais faiblement, avec une grippe, il n'allait pas se mettre en arrêt maladie, parce qu'il savait que pendant 11 jours, il n'allait pas être pris en charge. C'est le fameux 11 jours de carence. Il n'avait aucune indemnité journalière. Avec cette loi, dès le 2e jour, il aura des indemnités journalières. Vous vous rendez compte de ce que ça ouvre en termes de dépenses? Donc c'est colossal. Je ne vous parle pas des pensions d'invalidité, parce que si on aligne les droits, ils doivent être aussi alignés sur ce sujet-là, qui sont aujourd'hui plafonnés pour les indépendants, soit à 150 000 francs par mois, soit à 250 000 francs par mois. Si vous alignez sur le reste, c'est un plafonnement direct à 495 000 francs par mois. Enfin, c'est des dépenses dans tous les domaines. L'alignement des droits n'est pour nous pas viable pour le RUAM aujourd'hui. Donc, cette réforme n'est pas la bonne. Il faut une réforme, mais celle-ci n'est pas la bonne en l'état. Mais vous n'avez pas la majorité au Congrès. Donc cette loi pourrait passer sans vous, contre vous? Écoutez, on va faire le travail pour expliquer aux élus, parce que vous savez que la majorité au Congrès, elle est très fragile sur ce sujet. Je vous rappelle au départ, il n'y avait que 28 voix, et c'est ce qu'il faut au minimum pour l'adoption de cette loi. Si jamais l'éveil océanien avec les indépendantistes veulent passer en force et risquer de faire des dépenses colossales pour le RUAM et de mettre en grande difficulté les travailleurs indépendants, eh bien, qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs responsabilités. Mais moi, je doute que l'État soutiennent et apportent des millions, si c'est pour que par ailleurs nous déshabillions le RUAM au travers d'une réforme qui risque de générer des dépenses colossales supplémentaires et donc de plomber le RUAM. Et on pourrait envisager de nouvelles mobilisations dans la rue, puisqu'elles avaient été évitées lors de la première lecture du texte? Si sur ces droits, si sur les taux de cotisation, il n'y a pas d'évolution de nos partenaires en discussion, puisque nous n'avons jamais eu depuis l'adoption de la loi du pays, et c'est ça qui a justifié aussi notre demande de 2e lecture, de discussion réelle et précise sur ces sujets. S'il n'y a pas cela, eh bien écoutez, moi je crois que la mobilisation, elle est nécessaire, parce qu'encore une fois, nous sommes très inquiets sur cette réforme. Virginie Ruffnac, merci d'accepter notre invitation. Merci. Vous reprenez les discussions cet après-midi à 14h30. Absolument. Là, sur l'avenir institutionnel, bien sûr. Tout à fait.